Merci, Oustaz. Nous demandons à l'assistance de se lever pour 1 minute de prière et de recueillement à la mémoire de nos élèves qui ont perdu leur vie aux Pays-Bas. Je vous remercie. À présent, nous allons écouter l'allocution introductive de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci. Merci, Madame. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres en charge des secteurs de l'éducation conviés à cette réunion, Mesdames et Messieurs les partenaires et acteurs nationaux du secteur de l'éducation, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers du Niger, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord dire que je suis très impressionné par le niveau et la qualité des participants à cette rencontre. Et vous remercier tous d'avoir accepté de venir ce matin partager avec nous la réflexion que nous nous proposons de démarrer sur le secteur de l'éducation au Niger. Vous vous souvenez que lors de mon discours d'investiture, le 2 avril dernier, j'avais particulièrement insisté sur la nécessité de faire en sorte que notre école sorte de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Vous vous souvenez également que l'éducation fait partie des priorités, sinon elle constitue la priorité dans mon programme de campagne électorale que j'ai présenté aux Nigériens et sur la base duquel m'a été assurée mon élection. J'entends, comme je l'ai dit lors de mon discours d'investiture, veiller personnellement à ce que le secteur de l'éducation soit au centre de toutes les actions du gouvernement, qui soit le pivot de ce que je considère être la consolidation et le progrès de notre politique pendant ce quinquennat, et ce avec l'appui technique et l'accompagnement de tous les partenaires de l'école, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient extranationaux. Je vais, dans cette perspective, ce matin, vous présenter les grandes lignes de la politique éducative du gouvernement telle que, du moins, nous l'envisageons plus ou moins clairement en ce moment, ainsi que les réformes que nous envisageons afin d'améliorer qualitativement le secteur éducatif nigérien. Vous conviendrez avec moi qu'en la matière, des progrès doivent véritablement être accomplis, des efforts particuliers doivent être fournis pour surmonter les obstacles multiples et multiformes auxquels est confronté notre système. Les différents rapports relèvent une faiblesse constante des taux bruts de scolarisation et du maintien dans le système scolaire, la faible scolarisation de la jeune fille, le niveau de formation souvent inapproprié des enseignants et des enseignantes, l'éloignement des écoles en zone rurale et nomade, les curricula inadaptés, l'insuffisance des infrastructures éducatives, les méthodes pédagogiques et les outils didactiques inadaptés, tout cela est aggravé malheureusement aujourd'hui par le contexte sécuritaire qui a provoqué la fermeture de nombreuses écoles en certaines régions de notre pays.
Je voudrais vous inviter tous à prendre la mesure de ces défis, à vous mobiliser afin que le Niger puisse réaliser des avancées significatives dans le sens de l'objectif numéro 4 des ODD, consistant à assurer l'accès à tous, l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes convenus avec le Premier ministre que des réflexions et des actions soient envisagées à cette fin. Ainsi, ces réflexions doivent porter sur un certain nombre de questions que je vais énumérer sans certainement être exhaustif. Il s'agit de la réactualisation et de la rationalisation de la carte scolaire. Nous insistons sur cette question, simple mais compliquée en même temps, mais certainement simple si nous en avons la volonté. La poursuite de la construction et de la réhabilitation des infrastructures scolaires, l'idée étant, comme vous le savez, que nous disposions de modèles de construction de classes qui allient faiblesse de coût et qualité, de façon que nous en terminions avec les situations éprouvantes comme celles que nous sommes en train de vivre à travers ces incendies qui sont provoqués sur les classes payotes et qui ont débouché sur le drame du quartier Pays-Bas de Niamey dont vous vous souvenez. La professionnalisation et le renforcement des capacités du corps enseignant, c'est très important, là également. C'est une question chargée de plus grands enjeux sur laquelle j'aimerais insister afin que nous réfléchissions très sérieusement pour promouvoir une réforme qui nous donne la clé de nature à nous permettre d'améliorer notre système scolaire. J'en appelle aux syndicats pour que, ici, leur contribution soit des plus pertinentes. L'amélioration et l'adaptation des curricula pédagogiques, c'est une autre question à enjeu très fort sur laquelle certainement la réflexion tout le long des discussions que nous aurons pendant tout le temps que cette réforme nous occupera, cette question doit être une question au centre de cette réflexion-là. Une supervision plus rigoureuse de l'enseignement privé, l'implication des communautés dans la réalisation et la réhabilitation des infrastructures scolaires et éducatives, le renforcement des programmes d'alphabétisation des adultes, la mise en place d'un programme de récupération des enfants déscolarisés. Aujourd'hui, nous allons commencer la réflexion sur le secteur de l'éducation, entendu au sens de l'enseignement général. Nous aurons une rencontre similaire sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, parce que nous investissons beaucoup d'argent dans l'enseignement professionnel. J'aurai à revenir là-dessus lorsque ce sera ça le sujet central de notre débat, mais comme dans l'enseignement général, nous avons très peu de résultats et cela est encore moins compréhensible. J'ai saisi l'occasion pour appeler les associations de parents d'élèves et tous les autres partenaires à être plus présents dans l'éducation, à accompagner l'administration et les enseignants dans la prise en charge éducative des enfants. L'éducation, ça ne doit pas être qu'une affaire des enseignants et de l'État, c'est une affaire de toute la société. Et nous devons trouver les formules qui nous permettent de mettre en place des modalités d'une implication encore plus consistante des communautés. Ainsi, des consultations et des réflexions seront engagées afin de rétablir l'enseignant dans son autorité et ses prérogatives. Dans le même sens, les enseignants, bien sûr en retour, doivent faire preuve d'exemplarité et de déontologie afin que notre système éducatif soit efficace dans ses objectifs et dans ses résultats. J'ai demandé à Monsieur le Premier ministre de veiller à ce que l'organisation des examens de concours fasse l'objet d'attention et de soins très particuliers
afin de renforcer la crédibilité des diplômes et la crédibilité de notre système d'enseignement, tout simplement. Sur cette question, nous prendrons des mesures qui ne laisseront pas place à quelque aléa que ce soit. Mesdames et messieurs, voici de façon synthétique mes ambitions pour notre système éducatif. J'ai souhaité cette rencontre afin, mesdames et messieurs, de vous écouter et de prendre note de vos avis, de vos remarques, de vos propositions qui seront prises en compte dans la mise en œuvre de notre programme. Et je conçois la mise en œuvre de ce programme quelque chose d'interactif qui doit se passer dans le cadre d'un dialogue permanent avec l'ensemble des partenaires de l'éducation. Nous n'avons pas le droit à l'échec dans ce secteur parce que nous avons beaucoup de devoirs vis-à-vis de notre pays et vis-à-vis de son peuple. Le Premier ministre, les ministres en charge du secteur de l'éducation et moi-même sommes à votre écoute. Je vous remercie. Merci, Excellence. La présente intervention sera détaillée par la présentation des axes stratégiques du programme de la Renaissance, acte 3, volet éducation, par le secrétaire général de l'ancien ministère des enseignements secondaires. Monsieur le secrétaire général. Merci. Je pense que c'est ça. C'est bon, non? C'est la presse terminée. C'est bon. Oui. C'est bon. Je ne sais pas, c'est pour juste ça. Là. Je peux aller comme ça. C'est bon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est bon. C'est bon. Pardon. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur les membres, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du gouvernement, les ministres en charge de l'éducation, chers partenaires techniques et financiers, chers partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les cadres de l'éducation nationale, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole pour présenter très sommairement les grands axes stratégiques du programme de Renaissance Acte 3 du Président de la République à l'aune des réalités de notre système. Le Président de la République nous a fait l'honneur de placer sous son magistère aujourd'hui cette cérémonie qui est consacrée exclusivement au secteur de l'éducation. C'est toute la responsabilité qui va nous incomber d'être à la hauteur de ces attentes, d'être digne de la confiance placée en chacun d'entre nous, par lui, par toutes les autorités
par nos partenaires qui nous appuient. Voilà pourquoi nous voudrions, pour la présentation, vous passer du contexte habituel que nous avons souvent décliné en pareilles circonstances, dans le cadre du cadrage international et national du système éducatif. Son Excellence a rappelé les objectifs de l'ODD 4 dans lesquels on s'inscrit, et dans le cadre de la scolarité universelle. Nous pouvons rappeler notre cadrage national, la STDCI, le PDS, le PTCF qui est le programme de transition du secteur de l'éducation et de la formation, la politique éducative, et j'en passe. Je voudrais directement, après cette image qui parle d'elle-même, une éducation pour tous, aller à l'essentiel. C'est pourquoi nous avons instruit par le président de la République, sans embâche, de dire les défis de notre système, de marquer les diagnostics qui ont été faits et de regarder avec vous les grands défis de ce système éducatif pour lesquels les axes stratégiques qui ont été déclinés répondront à la réponse. Je vais donc commencer, ce n'est pas toujours l'habitude, par ces faiblesses de notre système, cette manière pédagogique d'interpeller notre conscience pour qu'ensemble nous agissons aux solutions. Notre système éducatif, comme vous le savez, évolue dans un contexte marqué par une forte pression démographique. C'est tout l'enjeu de notre système, c'est tout l'enjeu de notre développement. Par de faibles ressources financières, s'entend, et humaines, mais aussi par des risques de vulnérabilité qui sont majeurs, notamment climatiques et sécuritaires. Cela induit un certain nombre de faiblesses que nous constatons dans notre secteur de l'éducation, que nous avons souvent relevées dans nos revues sectorielles, dans nos instances habituelles, à commencer par la faible couverture par les services d'éducation qui se traduit par une grande population non scolarisée. Aujourd'hui, dans notre système, les out school, les enfants qui ne sont pas encore à l'école, qui ont l'âge d'être à l'école, sont plus de 50% de la population scolarisable. Les filles, en l'espèce, sont particulièrement désavantagées en termes d'accès à des services d'éducation de qualité, en particulier en milieu rural. Et le président l'a rappelé, l'acte déterminant de l'enseignement, c'est l'enseignant. Et ces enseignants, pour toutes les évaluations que nous avions faites, sont malheureusement sous-qualifiés et peu motivés pour faire la tâche. Des faibles acquisitions des élèves dans tous les cycles entraînant des échecs massifs. C'est un gâchis financier, c'est un gâchis humain que de voir tous les moyens que met l'État et qu'au bout de compte, notre système n'est pas efficient, il n'est pas efficace, il n'est pas pertinent et il ne produit pas des résultats auxquels nous nous attendons. D'où ces échecs massifs que vous constatez souvent aux examens, c'est ce qu'on voit en fin d'année, mais dans les cycles, nous avons beaucoup d'abandon, beaucoup de redoublements et à titre d'exemple, rien qu'en classe de 6e, nous avons près de 40% souvent d'enfants qui décrochent. Des programmes d'enseignement inadaptés, son Excellence l'a rappelé, nous sommes dans une réforme curriculaire qui va répondre à toutes ces questions, du préscolaire à l'enseignement supérieur. Bien sûr, des populations qui n'ont pas le niveau d'instruction aussi requis pour participer à l'acte éducatif, à la gestion de l'école, parce que l'école n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est l'affaire de toute la communauté. Et nous tous, nous sommes aussi partie prenante de l'État. Et donc la communauté doit également prendre en charge les questions de l'école. Alors face à tous ces défis que je viens de décliner, quels sont les axes prioritaires? Nous avons juste relevé 4. L'accroissement des capacités d'accueil des établissements scolaires, des centres de formation professionnelle et des universités.
comme axe 1. Axe 2, la scolarisation de la jeune fille. Axe 3, sur le développement du capital humain. Comment former les enseignants, améliorer leurs conditions de travail, promouvoir leur carrière, relever leur niveau de qualification. Et l'axe 4, the last but not the least, la gouvernance de notre système. Quelles sont les mesures institutionnelles prises? Quelles sont les ressources humaines, matérielles et financières mises à notre disposition pour remonter la pente et faire face à ces défis? Voilà une image qui frappe. Pour renforcer les capacités d'accueil, nous voulons passer à cet état de fait, à gauche, les paillotes, vers des matériaux définitifs, mais mieux encore, le président nous inspire à des modèles alternatifs et nous allons le voir progressivement. Pour le premier axe, l'accroissement des capacités d'accueil des établissements scolaires, des centres de formation professionnelle et des universités, nous retenons 5 actions. La première, trouver des modèles alternatifs à moindre coût, adaptés au climat pour la construction des salles de classe. Nous avons des salles de classe aujourd'hui qui nous coûtent cher, en moyenne 10 millions de francs CFA. Et compte tenu de la poussée démographique, de flux des élèves, nous n'avons pas toujours les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer notre modèle et nous avons la possibilité de le faire. Nous envisagerons très bientôt organiser un atelier de présentation des différents modèles alternatifs de construction et de sélection. Il y a un atelier de sélection. Cela voudrait dire quoi? Nous avons des inventeurs nationaux, nous avons des promoteurs, et il y a eu des études de nos partenaires sur d'autres modèles de construction ailleurs qu'on pourrait adopter à notre environnement. Et tout cela, nous allons le mettre ensemble à une réflexion bientôt, au mois de mai. Et à la suite de cela, nous allons organiser un autre atelier de validation de ce modèle alternatif qui regrouperait les paradigmes que nous voudrions, c'est-à-dire un modèle à moindre coût, mais également adapté au climat et à notre environnement. L'action 2, c'est la poursuite et la généralisation des collèges de proximité en rapport avec le respect de la carte scolaire. Son Excellence a insisté sur le respect de la carte scolaire. Nous avons là également une réforme. Voilà pourquoi nous voulons insister sur les innovations. La réforme des collèges de proximité. Cela voudrait dire que ce que nous faisons encore comme collège rural ne répond pas à nos préoccupations. Nos filles font 10 à 15 kilomètres en moyenne pour accéder à des collèges. Nous avons des collèges qui sont en sous-effectif parce qu'ils sont mal choisis, parce qu'ils ont été mal identifiés dans un rayon où ils ne peuvent pas avoir l'effectif nécessaire, d'où le gâchis en ressources humaines, en ressources matérielles et, bien sûr, en résultats pédagogiques. Donc, il faut innover, faire ces collèges de proximité. Et grâce à notre partenaire, l'UNICEF, que je salue au passage, nous allons commencer par la première phase de 30 collèges de proximité, mais déjà 20 collèges seront lancés bientôt. Et ces collèges de proximité ont un certain nombre de caractéristiques. Ils seront dans un maillage où l'accès sera facile aux enfants, aux élèves à partir de leur lieu d'habitation, mais c'est des collèges qui peuvent être irrigués de fur et à mesure par les écoles primaires, de nature à ce qu'ils ne soient pas en sous-effectif. Et nous allons former des enseignants polyvalents pour en gagner, parce qu'aujourd'hui aussi, il faut dire que la masse salariale est très forte, il faut pouvoir gagner. Nous sommes dans un système de monovalence et de bivalence d'enseignement de disciplines. On va aller à la trivalence et nous gagnons sur les 8 enseignants prévus au collège, 3 enseignants. La formation va nous permettre de dire que ce sera 5 enseignants qui vont officier dans ces collèges de proximité. Voilà, ce sera fait pour la première phase en formation continue. On va identifier des enseignants qui ont été efficaces après les évaluations que nous avions faites. Et ce sera après une phase initiale où nous allons introduire la formation dans les écoles de formation initiale, les écoles normales supérieures. L'axe 3, intensifier la création des centres de regroupement. Il s'agit de parachever les 7 centres de regroupement des écoles primaires. Là également, on a constaté qu'il y a un sous-effectif dans beaucoup d'écoles. Il y a un grand gâchis.
Moi qui viens des zones désertiques, je sais que quand le ministre de l'Éducation nationale de l'époque m'a sollicité pour regarder un peu notre carte, nous avions plus de 176 écoles, mais formellement, il n'y a que 66 qui peuvent être des écoles fonctionnelles. Et donc, il faut penser à regrouper ces écoles pour qu'elles soient efficaces. Donc, il faut arrêter la création anarchique d'établissements, que ce soit au primaire et au secondaire, à la demande ou d'un homme politique, ou d'un député, ou d'une tierce personne, alors que la carte scolaire ne le permet pas. Nous allons faire en sorte que, pour ce centre, il y ait également un collège comme continuum. C'est-à-dire, quand les élèves sortent du primaire, au lieu de se déplacer, ils auront le collège à côté au moins. Ce sera le continuum des écoles primaires. Action 3, travailler à un programme performant de construction des salles de classe. Là, c'est tout l'enjeu qui, malheureusement, est actuel et qui nous a interpellés les semaines dernières à la suite de la tragédie du Pays-Bas. Nous allons faire de sorte qu'il y ait un état de lieu des salles de classe paillotes. Aujourd'hui, près de 40% de nos salles de classe sont en paillotes, primaire et secondaire, 44% environ au primaire, 35% environ au secondaire. Il faut avoir un objectif d'aller vers la paillote zéro. En poursuivant notre programme avec les partenaires de construction des salles, avant de valider le modèle alternatif, de le vulgariser, de le généraliser. Bien sûr que ce modèle également va être évalué avant sa généralisation. Pour l'enseignement professionnel, également, on va mettre en place des unités mobiles de formation professionnelle et élaborer un guide technique de construction et d'équipement de structures qui seront accompagnés d'un plan d'architecture type, parce que les classes de formation professionnelle sont tout à fait différentes des classes d'enseignement général. Axe 1, action 4, accroître significativement les capacités des institutions d'enseignement supérieur et de formation. Il s'agit de construire des amphithéâtres et des salles de classe. Là également, nous avons un flux d'étudiants qui est de plus en plus nombreux. Équiper les salles et les laboratoires pour améliorer l'enseignement des sciences pour les laboratoires. Créer, ce qui est important, des passerelles entre l'enseignement secondaire général et l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour garantir l'employabilité des jeunes. Nous avons un grand enjeu sur l'employabilité des jeunes. Et souvent, il y a une désaffection des parents vis-à-vis de l'école parce qu'ils estiment qu'au bout du compte, elle produit des chômeurs. Nous avons des écoles de formation professionnelle, des écoles de formation au métier. Il faut les valoriser et leur donner les moyens nécessaires. Nos partenaires et nous avons réfléchi sur l'orientation scolaire pour qu'il y ait une régulation des flux. L'enseignement secondaire général qui actuellement absorbe plus de 70% des élèves sortant du primaire ne doit pas le faire. Notre programme PTCF dit que nous devons absorber 50% pour l'enseignement secondaire général et 40% pour l'enseignement professionnel. Donc, donnons la place à l'enseignement professionnel pour pouvoir accueillir les 40% de nos enfants sortant du primaire et leur permettre d'avoir un métier et au bout du compte, là, un emploi. Parce que tout le monde n'est pas destiné à un enseignement général et à un enseignement supérieur. L'intelligence, la connaissance peut être pratique, elle n'est pas toujours cognitive. Et donnons la chance aux enfants qui ont le métier, qui peuvent avoir le métier facile à partir des manipulations, le faire dans des centres de formation technique et professionnelle. La deuxième réforme, et non, qui n'est pas à négliger, c'est celle des écoles Makaranta. Tout à l'heure, je parlais des out-schools qui sont autour de 51 à 52% des élèves qui ne sont pas encore à l'école. Et des études ont révélé que plus de 60% de ces élèves fréquentent les écoles Makaranta, dont près de 70% sont des filles. Du coup, nous atteignons à travers cela deux cibles. La cible de ceux qui ne sont pas scolarisés et la cible de ces filles que nous voulons scolariser. Nous allons le voir à l'axe suivant. Donc, il faut organiser les Makaranta pour qu'il y ait des passerelles de ces écoles non formelles
à des écoles formelles, avec des tests de niveau et à des expériences dans des pays de la région. Nous allons nous en inspirer. Nous avons notre génie propre sur les écoles Makaranta et les études ont révélé que nous pouvons faire ce travail. Dès lors qu'on peut, dans un contexte difficile de sécurité également, avoir le contrôle sur cette frange de la population qui peut être utilisée à d'autres fins. Il faut qu'elle soit dans un système formel, qu'elle soit dans un système de contrôle. Voilà qui introduit le deuxième axe, l'accès et le maintien de la jeune fille à l'école. Dans cet axe, il faut le rappeler, nous avons notre stratégie. Et nous saluons les partenaires qui nous ont accompagnés pour élaborer cette stratégie avec eux, la stratégie nationale d'accélération de l'éducation et la formation des filles et des femmes. C'est la porte d'entrée à partir de laquelle aujourd'hui nous pouvons financer la scolarisation de la jeune fille. Les partenaires peuvent aller en synergie pour cela. Et dans ce cadre, le président de la République a innové une fois encore en lançant la construction des internats pour jeunes filles. Et on ne va pas se méprendre sur ce qui se passe à côté. Ce serait dans des zones sécures ou qui sont déjà identifiées et à partir d'un certain nombre d'éléments, d'indicateurs, nous avons choisi où il faut faire ces internats pour jeunes filles afin de leur permettre un accès important, mais également de rester à l'école, parce que toutes les études ont révélé que les filles qui sont soutenues, soit par un système d'internat, soit par des bourses, sont restées à l'école et ont été préservées de beaucoup de pesanteurs socioculturelles qui leur font quitter les bancs de l'école très tôt. Il faut créer les conditions qu'elles restent à l'école le plus longtemps possible, éviter des couches pendant qu'elles sont jeunes et rester au moins à l'âge de 16 à 18 ans à l'école, finir le cycle secondaire. Maintenant, nous pensons qu'après la phase d'expérimenter, il faut généraliser cette mise en œuvre des internats, bien sûr, avec la communauté. Quelle est la demande sociale particulière en cette matière? Et il faut évaluer pour savoir s'il y a un accueil favorable de la communauté sur ces questions d'internat. Et après, nous pouvons généraliser en responsabilisant la communauté sur ces questions-là. Renforcement de la participation des filles dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles comme action 2. Nous voyons non seulement les filles, mais les garçons aussi déserter les séries scientifiques. La série C, pour ceux qui sont dans le système éducatif, savent qu'elle est en train de disparaître. Il y a une extinction totale de cette série. Il faut encourager aux sciences, mais surtout encourager les filles aux disciplines scientifiques. Et par là, nous avons une stratégie qui consiste à montrer, et cela a commencé déjà, des exemples réussis des femmes scientifiques qui sont organisées, qui passent pour la sensibilisation, afin donc d'encourager les filles à ces filières scientifiques, mais d'octroyer des bourses d'excellence aux filles et des kits d'installation une fois formées à l'école de formation technique et professionnelle pour qu'elles puissent avoir la possibilité de s'installer sans difficulté. L'axe 3, le développement du capital humain. Donc, développement du capital humain. En action 1, la professionnalisation des enseignants. C'est tout l'enjeu de notre système. Excellence, le président de la République a instruit pour mettre un accent particulier sur la place qu'occupe l'enseignant dans l'acte éducatif. Toutes nos évaluations ont montré que si nous voulons de la qualité dans l'enseignement, il faut agir sur le levier de l'enseignant. Il faut le professionnaliser. Le professionnaliser, c'est le former pour que l'enseignement soit une carrière, mais c'est aussi lui donner une perspective de carrière, pour que l'enseignant ne soit pas resté à l'enseignement par défaut, parce qu'il n'a pas un autre emploi, mais par vocation. Et pour cela, il faut le former, mais il faut aussi lui garantir l'emploi. Et le président de la République nous a instruit de prendre les dispositions nécessaires pour que les enseignants qui iront dans les formations initiales, les écoles de formation initiale, puissent être au bout du compte recrutés, dans un plan de formation et de recrutement qui soit
donc réaliste, et qu'on doit faire en relation avec nos capacités budgétaires, mais la volonté affichée, c'est que l'enseignement doit être professionnalisé. Nous avons fait des évaluations au primaire, nous avons fait une évaluation au secondaire, par exemple. Nous avons à peine 35% de nos enseignants qui sont qualifiés pour enseigner au secondaire. Et les autres, il faut leur faire un plan de formation, il faut les former et il faut les reverser dans l'enseignement pour qu'ils soient efficaces. La restructuration des écoles normales. Là également, il faut regarder un peu dans le statut de ces écoles normales. Une fois encore, grâce à nos partenaires, notamment la Banque mondiale à travers le projet LIRE, nous avons dégagé un financement pour faire l'audit des écoles normales, les écoles normales d'instituteurs, si vous voulez, les ENI, mais aussi de l'ENES, l'école normale supérieure, qui forme les enseignants du secondaire, les encadreurs du primaire et du secondaire. Cet audit est en cours, il est en partage dans les différents ministères et sera validé bientôt. Et à partir de cela, nous allons prendre des dispositions pour que ces écoles normales, qui ne répondent pas aujourd'hui en qualité et en quantité aux besoins de l'enseignement, qu'ils puissent effectivement être appropriés à notre demande, nous, les ministères qui utilisent les enseignants. L'action 3, c'est la généralisation de la réforme curriculaire avec l'entrée par les langues nationales. Là également, les partenaires y ont réfléchi avec nous. La réforme curriculaire est en train d'être évaluée. Et la réforme curriculaire, c'est un vaste chantier qui coûte cher, qui mobilise tout. C'est notre constitution in fine dans le domaine de l'éducation. C'est pourquoi nous faisons des pas lents, sûrs, mais qui doivent être évalués pour que du préscolaire à l'enseignement supérieur, nous puissions avoir une vision holistique de notre système à travers cette réforme curriculaire. Nous sommes dans l'introduction des langues à travers une méthode, l'APS, l'entrée par les situations. Nous allons évaluer tout cela et nous allons ensuite regarder qu'est-ce qui est conforme à nos objectifs, qui est, in fine, quel est le type de citoyens nigériens que nous voudrons à travers notre éducation. Et l'enjeu de la réforme curriculaire est extrêmement important. Nous sommes, comme je l'ai dit, à son évaluation. L'axe 4, enfin, c'est la gouvernance du système. Comment nous pilotons le système? Vous savez, il ne faudrait pas avoir la langue de bois. Nous avons évalué très souvent pour poser le problème de la qualité de notre système. Et il ne faut pas toujours jeter la pierre sur d'autres choses que parfois c'est la gouvernance. L'autre méthode de piloter le système. Est-ce que nous allouons nos enseignants de façon judicieuse? Est-ce que ceux-là, le peu que nous avons, nous les utilisons judicieusement, là où il faut? Est-ce que les peu de ressources qui sont mises à notre disposition sont utilisées de façon efficiente? Et ce n'est pas, pour vous dire, peu de ressources. Le Niger est l'un des pays qui alloue plus de budget à son éducation dans la sous-région. Nous sommes déjà à 20%. Et le président de la République voudrait aller rehausser ce budget à 22% du budget global. Mais il faut que nous soyons efficients dans notre action, que ce budget-là puisse produire des résultats. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Des pays qui financent à hauteur de 15 et 20% ont de meilleurs résultats scolaires que nous qui finançons à hauteur de 20%. Donc le tout, ce n'est pas d'avoir un budget, c'est d'avoir les ressources humaines. Voilà pourquoi il faut, dans ce pilotage aussi, manager les ressources humaines parce qu'elles déterminent les autres ressources. Il faut des ressources de qualité. Les ressources de qualité, non seulement pour les classes, mais les ressources de qualité pour piloter le système. Voilà pourquoi nous avons dit aujourd'hui notre système est piloté par des gens qui ne sont pas toujours qualifiés pour faire le travail. Je prends un exemple, les chefs d'établissement, nous les prenons souvent, des enseignants créés à mai sans aucune formation, ne serait-ce qu'un b.a.-ba dans l'administration.
Les structures au niveau central et ailleurs également, nous sommes allés dans la décentralisation, au niveau régional également, nous n'avons pas souvent le personnel qualifié, surtout dans des domaines techniques où, par exemple, nous allons aller à l'échelle des infrastructures, nous n'avons pas des ingénieurs assez nombreux qui sont à la disposition des ministères de l'Éducation nationale, qui peuvent travailler. Nous n'avons pas beaucoup de planificateurs, encore moins de planificateurs de l'éducation pour nous aider à bien planifier, parce qu'on ne peut pas naviguer à vue d'œil, il faut planifier pour réussir et avoir des résultats. Et donc, il faut trouver le moyen de former les techniciens. Nous allons regarder si, à l'interne, nous avons des structures qui peuvent nous permettre de faire cette formation, sinon nous trouverons le moyen, à partir d'un plan de formation et d'une expression de besoin, de former des spécialistes de l'éducation, en planification, en statistique et dans tous les domaines de gestion de l'école. L'action 3, c'est la mise en place d'un dispositif de lutte contre les pratiques corruptives dans la gestion des structures éducatives, les examens et le concours scolaire. Il s'agit de renforcer les inspections des services en les dotant de moyens adéquats. Très souvent, on oublie que nous avons des structures qui sont là pour le contrôle, mais aussi pour aider à la gestion par les conseils. Au sein des ministères, ce sont les inspections des services. Et très souvent, elles sont en marge des décisions. Il faut leur donner les moyens de faire leur action et donc de contrôler le système. Il faut élaborer un référentiel de gestion des examens et des concours. Nous avons constaté que très souvent, aujourd'hui, avec les avatars que nous avons de la technologie, nous retrouvons très vite les sujets des concours et examens dans le réseau quelques minutes avant le déroulement des examens. Il faut arrêter cela pour crédibiliser nos diplômes. Et nous avons pensé à rédiger, et les structures sont mises en place à rédiger, un manuel référentiel de gestion des examens de concours pour situer les responsabilités, donner des cahiers de charges dans toute la chaîne de l'organisation des examens et des concours. Puis, c'est un symbole associé à la Alcia, nous avons vu dans nos examens, pour qu'il y ait cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête de ceux qui sont tentés d'aller vers la fraude ou d'organiser des fuites des sujets. Leur action ne sera pas simplement une sanction administrative, mais elle peut être frappée d'une sanction pénale. Et je pense qu'il faut prévoir des mécanismes pour que cela soit pérenne. Nous travaillons déjà à l'examen du brevet avec la Alcia et cela a donné des résultats, il faut pérenniser cela. L'action 4, c'est l'instauration d'un mécanisme de suivi, évaluation, d'imputabilité et de redevabilité. Il s'agit d'instituer des contrats de performance à tous les niveaux de responsabilité des structures des ministères, éducation nationale, formation professionnelle et universitaire. Ce que nous n'avons pas très souvent, c'est que nous sommes nommés à un poste de responsabilité, on ne nous demande pas de compte, il n'y a pas de compte à rendre. Quand vous avez une responsabilité, vous avez un cahier de charges, vous devez avoir des résultats et on vous évalue à partir des résultats, performants ou non performants. Il faut donc des contrats de performance, nous allons les instituer. Nous avons déjà mis en place un cabinet qui a réfléchi sur les contrats de performance type que nous allons instituer à tous les niveaux des échelons des structures éducatives. L'action 5, c'est la restructuration de l'INDRAP, l'Institut national de documentation et de la recherche pédagogique, d'animation pédagogique. Il s'agit d'accroître les capacités techniques et managériales de l'INDRAP. L'INDRAP connaît des difficultés depuis un certain temps. Il faut accroître ses capacités pour qu'elle puisse répondre à ses objectifs. Renforcer les capacités des équipes d'élaboration des manuels scolaires et élaborer les manuels scolaires. Là également, l'INDRAP était un exemple pour l'élaboration de nos manuels au niveau primaire, tout au moins. Mais c'est avec un pincement au cœur que nous avons découvert que dans le niveau secondaire, nous n'avons jamais produit un manuel ici. Je vais dire par nos structures. Nos manuels sont commandés d'ailleurs et ils sont à un coût 4 fois plus cher si nous devons le faire in situ, chez nous. Et ce n'est pas faute d'avoir les compétences nécessaires. Voilà pourquoi il y a 2 ans, nous avons mis des équipes disciplinaires pour travailler sur les manuels scolaires au niveau secondaire.
Pour le primaire, déjà, la machine est lancée et nous produisons nos documents. Donc il faut continuer à tous les niveaux à ce que nos équipes techniques puissent produire elles-mêmes les manuels. Et d'ailleurs, les manuels, c'est une question de souveraineté. Même pour l'impression, certains pays n'acceptent pas qu'ils soient ailleurs. Il faut que nous nous approprions de cet outil important. Nous sommes aujourd'hui au secondaire pour un ratio au niveau de la 6e et de la 5e où on avait vu qu'il y a un décrochage important de 6 élèves pour un livre. Et grâce aux partenaires, nous sommes revenus à un livre pour 2 élèves, pour au moins le niveau de 6e en attendant de progresser. Donc vous voyez, nous pouvons faire cela, mais nous pouvons utiliser, peut-être que nous ne l'avons pas noté, les technologies actuelles pour dématérialiser les livres aujourd'hui. On peut accéder au support pédagogique sans avoir un manuel qui peut coûter cher et qui est difficile à manipuler. Et pour cela, l'ANSSI va nous accompagner à faire toutes ces formes innovantes que nous avons d'ailleurs dans le projet LIRE financé par la Banque mondiale sur les questions de technologie. Et nous sommes accompagnés également par les partenaires du Fonds commun. L'action 6, la création d'un organe en charge des relations université-entreprise. Identifier les filières porteuses en vue d'adapter la formation aux besoins du développement, créer les conditions de placement des apprenants pour leurs stages pratiques et l'acquisition d'expérience, participer au financement de la recherche. Voilà qui dit aussi que nos universités, nos écoles professionnelles, souvent, ne répondent pas à la demande sociale de l'emploi. Est-ce que ce que nous formons tous sont utilisés sur le marché de l'emploi? Non. Chacun d'entre nous ici sait que dans son domicile aujourd'hui, pour avoir un plombier, ce n'est pas toujours un Nigérien que vous avez à portée de main. Pour avoir un maçon, vous allez ailleurs le chercher. Il faut qu'il y ait un niveau professionnel ou un niveau supérieur, que nos entreprises également puissent s'intéresser à la recherche au niveau universitaire, qu'elles financent cette recherche et qu'au bout du compte, elles puissent utiliser les produits de ces universités. Et on sait que nous avons les compétences nécessaires à l'université pour que nous puissions être au rendez-vous du marché de l'emploi. Et, bien sûr, permettre à notre pays aussi d'aller vers un développement harmonieux, parce qu'il aspire aussi à être parmi les nations qui gagnent dans le progrès, pas simplement à régler le train-train quotidien. C'est l'université qui va nous permettre d'accéder à ce niveau-là, par la recherche. Et donc, il faut donner le financement pour cette recherche. Voilà, Mesdames, Messieurs, Excellences, permettez-moi, juste en conclusion, de retenir les points d'attention suivants, en guise de résumé. Pour les infrastructures, nous avons dit qu'il nous faut un nouveau modèle, un modèle alternatif. Et il faut responsabiliser les communautés. Il faut responsabiliser les communautés. Ce qui s'est passé récemment nous interpelle davantage. Les communautés doivent s'approprier des constructions et faire le suivi nécessaire. Dans la passation des marchés également, il faut les associer, mais également dans le suivi, donc l'entretien de ces infrastructures qui coûtent cher à l'État. Pour la scolarisation de la jeune fille, nous avons dit que c'est tout l'enjeu de notre système. Il faut maintenir les filles à l'école en rapport avec la capture du dividende démographique. Si nous ne pouvons pas arrêter le nombre d'enfants, ce que nous ne pouvons pas faire dans notre société, il faut que par son niveau scolaire, son niveau d'instruction, la fille puisse par elle-même réguler sa maternité et aspirer à une vie autonome dans le futur. Pour les manières scolaires, je viens de terminer, il faut que nous ayons une politique du livre qui va être engagée par l'INDRAP restructurée et pouvoir produire nos propres livres ici en améliorant le ratio livre et élèves. Pour la formation des enseignants, nous avons insisté, c'est la mise en place du plan de formation. Nous sortons des évaluations, il faudrait que ces évaluations ne soient pas dans les tiroirs comme certains rapports. Qu'il y ait un plan de formation, même s'il coûte cher, qui puisse permettre de former ces enseignants qui sont à près de 70% non qualifiés. Il faut les former pour qu'ils soient des enseignants qualifiés, professionnalisés. Et enfin, la gouvernance axée sur les résultats, faite de toute éthique, donc le libellé parlant lui-même. Je voudrais terminer, Excellence, Monsieur le Président, en disant que votre programme, que nous avons examiné à l'aune de toutes les préoccupations du système éducatif, n'est pas un programme spécial. C'est un programme qui va être approprié par les cadres. Il va s'intégrer dans les programmations des ministères en charge de l'éducation et de la formation. Donc, nous sommes, nous, instruits à partir
de cet instant à regarder dans nos programmations futures, prendre en compte les orientations données par le président de la République et nous mettre en rang pour avoir les résultats qu'il faut. Merci, Excellences, Mesdames, Messieurs, j'ai dû abuser de votre temps. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour cette communication de très bonne facture. Nous allons, comme annoncé tantôt, donner la parole à certains acteurs, en commençant par le représentant de l'UNICEF au nom de tous les partenaires techniques et financiers du secteur. Monsieur Tal. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les ministres en charge de l'éducation, chers parents d'élèves, chers partenaires sociaux, à l'ensemble des partenaires de l'éducation et de l'école nigérienne, à mes collègues partenaires et techniques financiers de l'éducation au Niger, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'opportunité qui est accordée aux partenaires techniques et financiers, non seulement de participer et de contribuer aux réflexions autour de l'école nigérienne, mais également de pouvoir prendre la parole autour de cette assise ce matin. Excellences, nous pensons qu'une population saine, une population éduquée et productrice génère des richesses et soutient le développement économique et social d'un pays. Investir dans l'éducation, investir dans l'amélioration du capital humain est non seulement une question de droits humains, mais c'est également une question de progrès économique et social soutenu à terme.
Nous savons qu'il y a eu des expériences ailleurs dans le monde où le passage d'un statut de pays en développement à un statut de pays à revenu élevé ou à revenu moyen s'est joué dans une large mesure autour des investissements pour l'amélioration du capital humain. C'est dans ce sens, Excellence, que les partenaires techniques et financiers de l'éducation au Niger saluent de toute leur force l'ambition et la stratégie derrière l'initiative de placer l'éducation au cœur d'une stratégie durable de développement économique et social du Niger. L'accent mis sur l'achèvement du secondaire pour la jeune fille va au-delà de l'achèvement de ses droits en tant que personne humaine et devrait à terme aider à lever un certain nombre de goulots d'étranglement structurels qui contraignent notre progrès économique et social. La normalisation des infrastructures, la revalorisation de la fonction enseignante, l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle de centaines de milliers d'enfants, enfants qui jusque-là sont en dehors de toute initiative structurée. Donc, une formation professionnelle en leur endroit, et Monsieur le Secrétaire général s'est longuement étendu là-dessus, ce sont là un moyen d'en faire des citoyens productifs. Nous pensons que l'ensemble des axes qui ont été déclinés aujourd'hui, l'ensemble des stratégies et des réformes dont nous avons parlé, sont toutes des initiatives louables, des initiatives stratégiques. Ce sont des initiatives qui également résonnent avec les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation au Niger. Nous nous réjouissions également du fait que, au-delà de l'enseignement général, l'initiative de revaloriser l'éducation, de rehausser les résultats de notre école, prend en compte les enfants qui sont hors de l'école, prend en compte l'adéquation entre l'éducation, ce qu'on apprend à l'école et ce que le marché de l'emploi souvent demande. Nous pensons également que dans les jours à venir, nous, partenaires de l'éducation et de l'école nigérienne, partant de la vision que Son Excellence a déclinée, partant du détail des stratégies et des approches qui ont été explicitées par le secrétaire général, que nous allons nous réunir, nous allons aller vers les ministères en charge de l'éducation pour contribuer à la réflexion et essayer de voir de manière pratique comment nous allons pouvoir appuyer l'État nigérien, comment nous allons pouvoir appuyer l'école nigérienne pour que les ambitions que nous avons déclinées aujourd'hui puissent se matérialiser en actions concrètes sur le terrain et éventuellement aller vers un changement de paradigme, un changement de situation. Et là, je voudrais pour terminer saluer l'emphase qui a été mise sur le résultat, l'emphase qui a été mise sur la redevabilité, l'emphase qui a été mise sur non seulement les intrants et les ressources pour générer les activités et mettre en œuvre les stratégies dont on a besoin, mais garder l'accent sur les résultats qui ont besoin d'être produits à terme, à moyen terme et à long terme. Et je voudrais vraiment saluer ce focus et réitérer encore une fois l'engagement des partenaires techniques et financiers
auprès de l'éducation nationale, auprès de l'école nigérienne dans son ensemble. Et nous allons, avec beaucoup de gaieté dans le cœur, beaucoup de fierté dans les ambitions et les stratégies qui ont été partagées aujourd'hui, participer autant que faire se peut, avec tous les moyens à notre disposition, dans les réflexions à venir et dans la mise en œuvre des réformes qui sont proposées pour un meilleur devenir de l'enfant nigérien. Je vous remercie, Excellence. Merci, Monsieur Tal. Merci pour l'adhésion et le soutien des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation au programme de la Renaissance Acte 3 volet éducation. Nous allons à présent, au nom des cadres des ministères en charge de l'éducation et de la formation, donner la parole à Madame Samba Halimatou, directrice de la promotion de la scolarisation des filles, ancien ministère des enseignements secondaires. Madame la directrice, s'il vous plaît. Bien, merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers participants à vos titres et grades. Je me réjouis de prendre la parole pour exprimer au nom des ministères en charge de l'éducation et de la formation, d'exprimer notre profonde gratitude par rapport donc à toutes les actions qui sont prévues dans le programme qui a été déroulé ce matin, programme qui donne la priorité à l'éducation et qui fait de l'éducation une priorité des priorités. À ce titre, donc, je remercie Monsieur le Président de la République au nom donc de la communauté éducative. Mon intervention va porter sur peut-être ce que je vais appeler un appel que je vais lancer au niveau des participants ici présents par rapport donc aux interventions qui se font sur le terrain dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation et de la formation de manière générale, beaucoup d'interventions sont faites et continuent à être faites. Mais il y a un problème. Le problème, c'est celui de la capitalisation des résultats, qui est lié au fait que les actions, les interventions sont dispersées. Donc, je profite de cette tribune pour lancer un appel à tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'éducation, particulièrement dans le domaine de la scolarisation des filles, de créer une synergie d'action, de fédérer les efforts en vue de capitaliser donc les efforts qui sont faits dans ce domaine et être à la hauteur des attentes du gouvernement. Ma deuxième intervention porte sur une petite question que je vais donc poser à Monsieur le Secrétaire général de l'ancien ministère des Enseignements secondaires relativement à la création des internats.
des internats seront créés. Peut-être à partir de la rentrée prochaine, ils seront opérationnels. Je voudrais, au nom de la communauté éducative, particulièrement dans le domaine de la scolarisation des filles, savoir quelles sont les mesures qui sont prises pour garantir la sécurité de ces internats, notamment des filles donc, qui vont habiter ces internats, pour éviter donc, les problèmes que nous avons vus dans certains pays, et notamment notre grand voisin. Merci, Excellence. Merci, Madame la directrice de la promotion de la scolarisation des filles, pour avoir rappelé à tous ceux qui sont ici que désormais les ministères en charge de l'éducation et de la formation disposent d'une stratégie nationale d'accélération de l'éducation et de la formation des filles et des femmes, qui est un document de référence pour toutes les interventions dans le domaine de la scolarisation des filles particulièrement. Nous allons tous y gagner en cherchant ce document de politique et en y inscrivant toutes nos interventions. Sans plus tarder, nous allons céder la place aux représentants des organisations de la société civile et syndicats. Monsieur Issoufou Arzika, s'il vous plaît. Merci, Madame la maîtresse des cérémonies. Son Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur les représentants des partenaires techniques et financiers, et Monsieur les représentants de la société civile et syndicats actifs en éducation, et je vous remercie de mettre votre confiance en moi pour parler en votre nom, au risque de décevoir ou d'omettre les préoccupations de certains. Nous vous remercions, Monsieur le Président, de nous avoir conviés à cette rencontre pour écouter les grands axes stratégiques de l'éducation dont vous avez déjà fait dans vos différents discours une priorité parmi les priorités. Il faut le souligner, la tribune ici n'est pas pour aller dans les détails de certaines préoccupations de terrain. Mais après avoir suivi l'exposé fait par le monsieur le secrétaire général de l'ex-ministère de l'enseignement secondaire, je me suis dit que s'il faut dire quelque chose de plus, on risque de s'exposer à faire du plagiat ou de la redondance. Parce que presque tout a été dit. Nous avons l'impression d'avoir été écoutés dans nos différentes interventions de protestation, de contestation et de proposition. Je l'ai dit en disant à mes camarades des syndicats et de la société civile que pratiquement tout ce qui a été dit ici était ce que nous disions. La condition enseignante, les programmes, la gestion, la gouvernance, l'impunité, l'absence de redevabilité, l'absence même de traçabilité dans la gestion des ressources allouées à l'éducation. Pourtant, le SG l'a retiré ici et nous le disions que le Niger investit plus que la plupart des pays de la sous-région, mais par manque d'efficience, nous nous retrouvons avec des résultats moindres. Parlez dans le micro, Monsieur le secrétaire général, parlez dans le micro, on ne vous entend pas bien. Merci, Excellence. Donc, c'est pour dire en définitive que tout ce qui avait été retracé dans l'exposé et dans vos intentions ou vos orientations dans le secteur de l'éducation nous convient. Et je ne suis pas en train de faire des éloges,
Mais je pense que nous avons un rôle à jouer ici, puisque l'intention déjà annoncée semble avoir l'agrément de beaucoup d'acteurs ici. Si vraiment, objectivement, on est là pour le développement de l'éducation. Ce que nous allons demander, Monsieur le Président, faites faire très rapidement l'état des lieux de l'animation du système éducatif. Ça vous permettra d'avoir un tableau de bord et de prendre des décisions les meilleures qui soient pour le système éducatif. Puisque le courage est déjà là de décider. C'est ce qui a manqué quelque part. Le courage des bonnes décisions doit avoir comme base un état des lieux du système éducatif. Je ne parle pas d'états généraux, mais un état des lieux de ce qui est en train de se passer actuellement dans le système éducatif. Étant donné que nous avons plusieurs réformes en cours et chaque réforme part dans son sens. Alors si on ne fait pas le point, on risque aussi d'aller dans des décisions qui sont étrangères à la réalité et à l'exigence du terrain. C'est pourquoi nous recommandons cet état des lieux pour faire le point sur la Lausanne qui est en cours de révision, la politique enseignante qui est en cours aussi d'élaboration, le statut de la fonction publique qui a besoin d'être toiletté pour lui donner un visage plus humain, le statut particulier qui épouse vos idées de former des spécialistes, étant donné que dans ce statut, on a prévu effectivement la formation de beaucoup de profils qui peuvent être utiles au défi de l'éducation. Il faut faire le point sur le bilinguisme qui est en cours. Il faut faire l'état des lieux sur les besoins en type de personnel. Sur la résilience du système, étant donné que vous prenez les rênes du pouvoir dans un contexte avec beaucoup de défis. La sécurité, les crises climatiques et l'environnement, la crise économique, les crises sanitaires. Et toutes ces crises ont un impact sur tous les efforts qu'on va entreprendre dans le système éducatif. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'un état des lieux est nécessaire, permettra d'avoir un bon tableau de bord pour les bonnes prises de décision, mais aussi de bâtir une certaine résilience pour notre système éducatif. Il y a beaucoup de chantiers en cours, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous estimons que cet état des lieux auquel nous tenons beaucoup et dans lequel il faut associer tous les partenaires serait une importance capitale dans la gestion du système éducatif pour aller vers les résultats que nous escomptons tous, parce que, je l'ai dit et je le répète, nous avons beau crier, nous n'avons pas un autre système éducatif que celui-là. Nous sommes dans un programme transitoire de l'éducation de 3 ans. Un état des lieux permettra de savoir à quel niveau nous sommes, puisqu'en 2022, il doit se terminer et aboutir sur l'élaboration de notre programme sectoriel global de la formation, qui doit revêtir le caractère holistique que vous avez retracé dans l'exposé. Nous pensons que ce programme transitoire du secteur de l'éducation a été fait sur la base d'un constat. C'est vrai, des progrès faits dans la mise en œuvre du PTCF, mais aussi des échecs et des crises de chiffres que nous avions. Donc, il est important qu'à partir de ce programme-là, que nous sommes obligés de réussir d'ici 2022, nous puissions être inspirés à un autre programme qui permettra d'atteindre tous les objectifs et les intentions que vous avez déclinés dans vos axes stratégiques. Monsieur le Président, je terminerai en lançant un appel aussi à l'administration. Monsieur le Président, Excellence, a décliné ses intentions. Souvent, les problèmes se trouvent dans la mise en œuvre. Certaines de vos décisions, je suis désolé de le dire, vont émousser certains agents de l'administration, parce qu'ils ne s'y retrouveront pas. Alors, il faudrait que tous on s'implique. C'est vrai, nous, les syndicats, sans quitter notre rôle de sentinelle, mais aussi, surtout, ceux qui sont censés mettre en œuvre vos intentions. C'est les agents de l'administration qu'il va falloir discipliner. Et j'ai retrouvé ces taxes-là en parlant de contrats de performance, d'imputabilité et de redevabilité. C'est aussi un axe majeur qui peut garantir la réussite de la mise en œuvre d'un système éducatif réussi. Vous avez beau décliner des intentions, si l'administration n'est pas disciplinée, si la sanction n'est pas démise, mais aussi l'encouragement à travers les promotions pour ceux qui font bien leur travail, nous allons tourner en rond et nous retrouver toujours à faire des diagnostics et à penser des plaies. C'est pourquoi je finirai en lançant un appel à tous ici.
sans que chacun quitte son rôle régalé, de mettre la main à la pâte et d'accompagner ces bonnes intentions-là pour que notre système éducatif sorte de l'ornière. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire général du SNEN. Par votre voix, nous retenons que les partenaires sociaux adhèrent au programme de la Renaissance Acte 3, volet éducation. Vos suggestions, vos recommandations sont la manifestation de votre volonté à aller vers un dialogue social constructif pour lequel nous souscrivons tous. Excellence, nous sommes à la fin des interventions et nous allons, avec votre permission, vous permettre, si vous le désirez, répondre aux préoccupations qui viennent d'être posées par les intervenants. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre participation à ces exposés. Je voudrais remercier tous les intervenants, féliciter M. Zedan pour l'exposé brillant qu'il vient de nous présenter, remercier le représentant des partenaires techniques et financiers pour sa contribution, ainsi que les autres acteurs. Je voudrais répondre aux représentants des syndicats en lui disant une fois encore que la mise en œuvre de ce programme se fera dans un cadre d'interaction permanente avec l'ensemble des partenaires et les partenaires majeurs notamment que sont les syndicats. Je me propose certainement la semaine prochaine d'avoir une rencontre avec vous à mon bureau, les syndicats, pour que nous passions à des questions plus détaillées et que je vous donne l'assurance que ce processus se fera avec vous dans le cadre d'une dynamique qui réservera une grande place à votre contribution. Voilà, donc merci beaucoup mesdames et messieurs, la séance est levée. Mesdames et messieurs, veuillez garder vos places et permettre aux officiels de se retirer. Merci.